Merci Yves Gégaud. Et donc maintenant pour conclure cette soirée, j'appelle François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. On l'acclame. Mes chers amis, ce que nous avons à dire en ce mois de mai, singulièrement le 25 mai, qui est, je dis ça au passage, mon anniversaire. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas ? Ce que nous avons à dire aux Français, à propos de l'Europe et de la France, personne d'autre que nous ne peut le dire. Et au fond, si nous avons cela à l'esprit, la campagne devant nous, elle va être une campagne facile et heureuse. Alors naturellement, au départ, tout le monde voit bien que c'est une campagne qui apparaît comme un défi, un immense défi. Parce que chacun d'entre nous mesure, et les observateurs plus que les autres, qu'il y a un sentiment anti-européen profondément entretenu qui est en train, semble-t-il, de marquer des points et que les défenseurs de l'idée européenne sont, on va dire ça prudemment, tièdes. Eh bien, nous ne sommes pas des tièdes. Nous sommes engagés fortement, passionnément, pour défendre quelque chose qui est absolument essentiel et qui fait partie du destin de la France. Je voudrais dire un mot sur ce sujet. Je pense que la grande question, c'est de réinscrire l'Europe dans le projet français, le projet national français. L'Europe, ça n'est pas à côté de la France. Ça n'est pas quelque chose qu'on y ajoute. Ça n'est pas quelque chose dont on pourrait se passer. L'Europe, elle est au cœur de ce que le peuple français et l'histoire de la France et les responsables français ont fait depuis des siècles. Je dis depuis des siècles. Parce que, permettez-moi de le rappeler, le premier qui ait formulé le projet européen, qu'il ait nommé, qu'il ait appelé le grand dessein, le premier qui a fait ça, c'est Henri IV. Je n'ajoute rien, je ne magnifie pas, je ne glose pas, je n'invente pas. Ceci est l'histoire elle-même. Et c'est Sully qui, dans ses mémoires, le raconte. Il dit que, au fond, toute la fin de la vie d'Henri IV a été habitée par cette idée qu'il fallait que ces royaumes et ces principautés européennes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre s'installent, qu'ils fassent un conseil, une commission, et qu'ils essaient de faire que leur divergence d'intérêts se règle autrement que par la guerre. Il a appelé ça le grand dessein, dessein EIN, hein, la grande volonté. Et je trouve que c'est éclairant qu'au travers du temps, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été les figures mêmes de la France, Victor Hugo, et puis tous les hommes d'État du XXe siècle, que tout cela est vu dans l'idée européenne, l'aboutissement de l'idée nationale française, un achèvement de l'idée nationale française. Pourquoi ? Parce que l'idée nationale française, elle n'existe que dans l'universel. Yves, tu as eu la responsabilité de la France des Outre-mer. L'Outre-mer est nécessaire à la France comme un oxygène. La France est un pays qui veut s'adresser aux autres au-delà de ses frontières, porter un message au-delà de ses frontières. Et c'est pourquoi j'écoutais si attentivement ce que tu disais à l'instant au micro. Permettez-moi, l'une et l'autre,
de dire à tous nos amis qui sont là que ce rassemblement, l'alternative, que nous avons voulu, Jean-Louis Borloo et moi, et que nous avons porté ensemble. Je dis au passage que j'ai eu Jean-Louis Borloo au téléphone juste avant d'entrer dans cette salle, que j'ai trouvé que sa voix était absolument claire et en forme. Il m'a dit quand même, je suis fatigué, ne leur dis pas que je suis trop en forme, mais moi j'ai trouvé qu'il allait vraiment beaucoup mieux depuis quelques jours et que donc nous n'avons qu'une chose à dire, c'est que nous attendons qu'il revienne, qu'en tout cas nous sommes absolument certains de son engagement auprès de vous, auprès de toutes les listes qui sont là, et que lui, dans le moment de repos qui est le sien, et moi, comme élu local en Aquitaine et maire de Pau, nous sommes entièrement mobilisés pour soutenir ces listes que vous allez présenter aux Français. Mais permettez-moi tous les deux de dire que nous avons voulu, Jean-Louis et moi, cela, mais que sans vous deux, qui êtes assis l'un à côté de l'autre, sans Marielle de Sarnez et Yves Gégaud, qui ont fait le travail long de persuasion et de rapprochement des points de vue, ce rassemblement n'aurait pas pu avoir lieu et qu'il est juste que l'une et l'autre, on vous applaudisse pour cette réussite. Alors, je voudrais vous dire ceci. J'écoute beaucoup, comme vous tous, les débats, les échanges d'arguments autour de cette grande question que nous avons à traiter. Vous dire quelque chose, ne le prenez pas mal. Tout ça, c'est très important, et la justesse des arguments, et les chiffres qu'on peut avancer, mais ça n'est que secondaire. La question principale, c'est de savoir si vous aimez cette Europe que nous avons à construire ou si elle vous est indifférente. Et la fierté de notre vie, de tout ce que nous avons bâti ensemble les uns et les autres, à toutes les époques et depuis longtemps, c'est que nous ne faisons pas cela seulement par raison. Nous faisons cela par amour, par affection, par engagement. Je n'ai pas honte de dire devant vous, moi j'aime l'idée européenne. J'aime le fait que depuis des décennies, il y a des hommes qui ont, contre tous les conformismes, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était au lendemain de la guerre, que de se lancer, je pense à Robert Schuman, je pense à Jean Monnet, que de se lancer dans cette aventure incroyable, pas seulement de faire la paix, pas seulement de tendre la main, mais de décider une fois pour toutes que désormais, ces maisons séparées et antagonistes formeraient une maison commune, que désormais, nous allions pas seulement vivre à côté les uns des autres, mais vivre ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Sur le monument aux morts du village dont je suis originaire, dans les Pyrénées, qui comptait, il y a exactement 100 ans, à la veille de la guerre de 1914, ce village comptait 320 habitants. Il y a 32 noms sur le monument aux morts. 10% de la population totale, si vous enlevez les femmes, les plus de 40 ans ou de 50 ans et les moins de 20 ans, vous avez, je ne sais pas moi, la moitié des garçons en âge militaire qui sont morts, qui ont laissé la vie, et le maire qui a mis 32 fois son costume pour aller ouvrir le portail. Chez nous, il y a des portails. Et il suffisait qu'on le voie arriver pour qu'on sache ce que ça voulait dire. Et 30 ans après, voilà des hommes incroyables qui sont venus et qui ont dit on va ensemble décider que désormais,
ces peuples séparés allaient former d'une certaine manière un peuple commun, que ces nations séparées allaient garder toute leur identité et pourtant former ensemble une nation. Ceci est la plus extraordinaire aventure historique que jamais des peuples et des pays et des nations n'aient décidé de vivre ensemble. C'est sans exemple dans l'histoire de l'humanité. Et je vous demande, je supplie, qu'on ne perde pas de vue cet essentiel-là. Et les hommes courageux, excusez-moi de raconter, je le dis devant Marie-Thérèse François-Poncet, qu'au lendemain de la signature du traité de Rome, dont Jean-François Poncet était le plus jeune des rédacteurs. Et je ne peux pas ne pas avoir une pensée affectueuse pour lui. Vous vous souvenez de l'immense débat dont l'Europe était à cette époque le sujet au sein du peuple français. Il y avait eu la communauté européenne de défense qui avait été rejetée, vous vous souvenez dans quelles circonstances, par une alliance de gens qui n'avaient en commun que ce refus. Et puis il y a eu le traité de Rome, on est en 57, quand le traité de Rome est ratifié. Et puis 58, le général de Gaulle revient au pouvoir. Et évidemment, les gaullistes, députés, militants de l'époque, s'étaient opposés au traité de Rome. Et donc le général de Gaulle revient au pouvoir et ses conseillers lui apportent le décret, ou en tout cas la décision qui entraînerait la sortie de la France du traité de Rome. Et c'est pour moi un des moments les plus émouvants de notre histoire du dernier demi-siècle. On lui apporte cette décision, il prend son stylo, et en marge de cette décision, il écrit ceci. On lui proposait de sortir, il dit non, les Français sont forts, mais ils ne le savent pas. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Surmonter tant de préventions, triompher de tant de réticences, au nom de l'idée que ça n'est pas en se refermant qu'on montre sa capacité ou sa force. C'est en acceptant de s'ouvrir, à la condition évidemment que cette ouverture, elle soit bâtie, solide, raisonnable, cohérente et qu'elle aille dans le bon sens. Je déclare cette affection, cet engagement pour l'idée européenne. Alors vous me direz, mais tout ne va pas bien en Europe. Tiens donc, vous trouvez, vous, que tout va bien en France ? Vous trouvez qu'en 2014, en France, 2014, 2013, 2012, 2010, 2000 et le début des années 2000 et avant, vous trouvez que tout allait bien ? Mais ça n'est pas parce que nous pouvons être en désaccord profond avec François Hollande, avec le gouvernement, j'en dirai sûrement un mot avant la fin de cette conclusion. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec la manière dont un certain nombre de choses se passent qu'on envisage de sortir de la France, parce que la France, c'est nous. Nous sommes chair et sang de la France, c'est comme ça, on ne peut pas en sortir. Eh bien, de la même manière, nous sommes chair et sang de l'Europe. C'est pareil. Et si vous regardez le combat que nous menons, non pas seulement comme le combat d'un courant politique, d'une volonté politique, d'une idée politique, ce que nous sommes, mais si vous le regardez comme le combat d'une génération, alors vous vous tournez vers ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 18 ans, ceux qui ont 15 ans, 25 ans, et vous regardez comment ils vivent. Alors, il y a Erasmus, ils vont faire une partie de leurs études dans les pays voisins, mais il n'y a pas que ça, ils travaillent, ils bougent, ils aiment, ils rencontrent, ils se marient quand ils se marient, avec des garçons et des filles qui sont nés dans les autres pays qui nous entourent. Et puis ils vivent, ils travaillent.
Dans le petit village d'où je viens, à côté de Pau, il y a un garçon qui a monté une formidable jardinerie. Eh bien, il prend son camion, il va acheter des plants et des bulbes et des arbustes et des arbres. Il va acheter des bulbes aux Pays-Bas, il va acheter des plants en Italie, il va acheter de la tourbe en Pologne, avec son camion. Venu du pied des Pyrénées, il va acheter des arbres en Espagne. Et pour lui, c'est son espace de vie. Et vous croyez que quelqu'un peut décréter ou décider qu'on peut sortir de ça? Chez nous, toujours au pied des Pyrénées, on fabrique 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Safran, Turbomeca. On fabrique les trains d'atterrissage d'Airbus et de Boeing. Vous croyez que quelqu'un va refermer les frontières? Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est, au sens propre du terme, une escroquerie intellectuelle et affective. L'Europe, elle est faite et nous sommes l'Europe. Chacun d'entre nous, nous sommes, dans notre vie privée, des Européens. Et il suffit de le reconnaître pour placer le débat définitivement à sa juste place. Et c'est pourquoi nous avons formé les Européens. Alors une fois que le débat est placé à sa juste place, il n'y a qu'une seule question à poser. Cette Europe qui existe et qui existera, qui est faite pas par une décision juridique, qui est faite par l'édification humaine, personnelle, des filles, des garçons, des adultes, des gens plus âgés, qui tous désormais partagent une vie d'Européens. Cette Europe-là, est-ce que vous la voulez chaotique, sans direction, sans capacité de choisir un cap, ou est-ce que vous la voulez politique? La question que nous posons, c'est celle-là. La question à laquelle l'histoire répondra, c'est celle-là. Et la seule proposition claire qui existe dans le jeu français, dans l'offre du débat électoral français, c'est celle que nous avançons. L'Europe existe, elle est indestructible, elle est faite et nous refusons qu'elle soit chaotique, nous voulons qu'elle soit politique. Voilà l'affirmation qui est la nôtre. Ceux qui plaident pour qu'on en sorte ou qu'on annonce qu'on va en sortir, parce qu'évidemment, personne ne le fera jamais. Ceux-là, ils plaident pour que cette Europe qui existe, elle soit la proie de forces totalement étrangères à ce que nous voulons et à ce que nous sommes. Elle soit la proie des puissances qui sont en train de s'établir sur la planète, qui ont leur ligne. Je vous demande de regarder ce que M. Poutine a à l'esprit. Je n'ai absolument rien contre la question identitaire. Je sais fort bien que du côté de la Crimée, il y a une question d'identité régionale et que cette identité est évidemment russe par son essence. Je sais ça. Je vois bien que dans le monde où nous sommes, les identités prennent une place très importante et les langues prennent une place très importante. Et comment serait-il autrement? On est dans un tremblement de terre perpétuel où chacun cherche à se situer, à s'enraciner, à s'affirmer. Mais regardez ce que M. Poutine a à l'esprit et regardez la manière dont il agit. Et le choix, la méthode que M. Poutine a choisie, c'est de placer l'ensemble des autres forces politiques du continent européen devant le fait accompli. Devant le fait accompli de la force. Devant le fait établi de la force. Et quand vous êtes devant des puissances comme ça, et c'est loin d'être le plus ou le seul menaçant. Vous regardez les forces qui sont en train de surgir.
à la surface de la planète. Je vous demande de regarder la part de PIB que la Chine consacre à son armement. Et 10%, plus de 10% estimé. Ça doit, si vous êtes un responsable, si vous êtes un homme d'État, ça doit vous mettre devant vos responsabilités. Donc je dis des puissances qui sont en train d'avancer, qui ont des stratégies, qui ont leur stratégie. Et je ne peux pas leur reprocher d'avoir leur stratégie, je nous reproche de n'en avoir aucune. L'établissement de la Chine sur le continent africain, si l'on ne regarde pas ce que ça signifie sur le long terme, alors on se condamne à être aveugle et sourd devant les événements qui vont se produire. Et alors si quelqu'un vient et me dit j'ai bien réfléchi, je pense que dans ce monde-là, devant ces puissances politiques, et puis je devrais citer les puissances financières, et puis je devrais citer les puissances criminelles, parce que ceux qui croient que ça n'existe pas, ça, les puissances criminelles, et les réseaux, et les trafics de toute nature, si quelqu'un vient et me dit devant ces puissances, M. Bayrou, que vous évoquez, comme ça, moi j'ai bien réfléchi, le mieux c'est qu'on soit tout seul. Finalement, on va se défendre tout seul, ignorant la loi, alors la loi la plus claire, qui est que quand on établit des frontières comme ça, ou qu'on les rétablit, ou qu'on annonce qu'on les rétablit, alors c'est des frontières qui marchent pour les gendarmes et qui ne marchent pas pour les voleurs, et pour les trafiquants, et pour les criminels, et pour les trafiquants d'êtres humains. Parce qu'eux se fichent des frontières comme de leur première couche culotte. Les autres, les policiers, les juristes, les avocats, les procureurs, eux, les frontières s'imposent à eux. Et donc, et alors je peux prendre absolument tous les sujets et mesurer que une fois que vous avez évacué la question, au fond, des a priori politiques, en raison, il n'y a pas d'autre solution que de bâtir cette union politique dont nous avons besoin pour répondre aux questions qui se posent à nous. Alors cette union politique, pour moi, je vais essayer de simplifier le débat et le programme que vous avez au maximum. Il y a une question sur laquelle nous devons, les listes de l'alternative, les Européens, de l'UDI et du MoDem, sur lequel nous devons prendre un engagement solennel. Et cette question, tout à l'heure dans le débat, elle est venue naturellement toute seule comme la question principale. Si on pense que l'Europe existe et qu'elle est définitive, si on veut que cette Europe soit politique, alors il faut qu'elle traite une question, qui est celle des disparités de concurrence sociale et fiscale qui existent au sein de nos pays. Et il faut qu'elle la traite vite. Et il faut qu'on en prenne un engagement solennel. Au fond, si nous n'en avions qu'un seul, moi je supplierais que ce soit celui-là. C'est-à-dire que nous allons nous engager à ce que dans le délai le plus bref possible, et l'étape de 5 ans que nous allons vivre doit être décisive, nous allons aller au moins dans la zone euro, et au moins au cœur de la zone euro. Je regarde cet ensemble que nous formons, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, le Benelux. Si on prend ça, on a quoi, 250 millions de personnes? Si au cœur de cet ensemble-là, nous faisons en sorte que nous ayons une convergence rapide en matière fiscale et en matière sociale, alors la question européenne pour nos compatriotes, elle est résolue.
Au fond, il n'y a pas beaucoup d'autres sujets. Il y en a, bien entendu. Je sais très bien que quand on a une monnaie commune, il faut une politique économique et budgétaire. Mais on a des instruments pour faire ça. On a des commissions des finances dans nos parlements qui peuvent travailler ensemble. On a dans les institutions européennes des autorités qui sont capables de regarder, de dire à l'avance attention, et puis de conduire vers une convergence. On a toutes ces choses-là. Mais on a besoin d'avoir un cap ferme et un calendrier court. Alors, je sais bien qu'on dit quelquefois 15 ans, qu'on dit 10 ans. Moi, je dis, prenons le calendrier de 5 ans. Soyons ceux qui défendent l'idée envers et contre tous, et mordicus, y compris contre ceux qui n'en veulent pas et qui sont nombreux au sein du Parlement européen, que nous prenons, nous, comme engagement premier, que dans les 5 ans qui viennent, on va aller vers une convergence fiscale et sociale, au moins dans la zone euro et au moins pour les pays qui sont au cœur de la zone euro. Et s'il y a ça, alors, les artisans béarnais, basques, les artisans aquitains, les buralistes qui vendent des cigarettes, tous ceux qui souffrent de tant au fond, d'injustice, d'inéquité, ceux-là, ils trouveront une réponse. Et ils trouveront des gens pour les défendre. Et ils trouveront des gens qui se battent pour eux. Voilà pour moi l'idée que je me fais de cet avenir. Vous voyez, ça n'est pas un avenir indifférent. Ça n'est pas un avenir uniquement rationnel dans lequel on essaie d'opposer des arguments à d'autres arguments. Les arguments ne convainquent que ceux qui sont déjà convaincus. Mais en revanche, si vous avez la puissance de ceux qui aiment quelque chose, qui ont envie de convaincre, qui ont envie de renverser les barricades, alors quelque chose se passe qui est de l'ordre de l'affectif. Et l'affectif est beaucoup plus fort que le rationnel, en démocratie en particulier, et dans la vie des femmes et des hommes, je le recommande aussi. Une conviction et un cap simple. Et ça nous différenciera beaucoup de tous les autres. J'ai été, permettez-moi de le dire en un mot, extrêmement surpris et choqué de la décision dans la composition du gouvernement qui a été annoncée hier avec les secrétaires d'État. Surpris et choqué. Une fois pour toutes, je ne suis pas un opposant systématique. Et une fois pour toutes, je ne considère pas qu'un pays se résume à la guerre de deux camps. J'ai trouvé que Manuel Valls avait fait un exercice sur la forme réussi, sur le fond qu'il laisse sur la fin, parce qu'il manquait beaucoup de chiffres précis aux annonces qu'il faisait, et je peux être en désaccord avec tel ou tel point. Par exemple, je ne suis pas tout à fait en accord avec le fait qu'on concentre la baisse des charges sur les plus bas salaires parce qu'on fait des trappes à bas salaire. Et que des trappes à bas salaire, notamment pour les jeunes, il y en a beaucoup et il y en a trop. Mais vous voyez, je suis capable de ne pas huer, d'écouter, de dire que quelque chose est bien. Et j'étais assez heureux, je dis ça à Yves Gégaud, que François Sauvadet et Jean Lassalle, chacun à leur manière, montrent un ton différent dans le débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale après le discours de politique générale. Je trouvais que c'était plus juste que des attitudes systématiques. Et au fond, dans cette campagne, oui, vous avez le droit de les applaudir parce qu'ils méritent l'un et l'autre. Je trouve que ce ton différent dans la campagne électorale, il est précieux. Mais j'ai été alors surpris et choqué et scandalisé que M. Harlem Désir, qui est viré de ses fonctions, non, il ne faut pas siffler, non, ce n'est pas lui le responsable, qui a été viré de ses fonctions à la tête du Parti socialiste alors que tous les socialistes importants ont dénoncé la vacuité de son bilan. Et quand je dis la vacuité de son bilan, je suis sympathique dans l'expression. Tous ont dit qu'il était inaudible, c'était un ratage complet. Eh bien, que fait-on? On le nomme au gouvernement, c'est une chose. On lui donne les affaires européennes.
Alors je voudrais que vous réfléchissiez à ce que ça veut dire. Que, comme lot de consolation à quelqu'un qu'on veut exclure des fonctions politiques qui étaient les siennes, on ne trouve rien à lui confier d'autre que les affaires européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, au passage, un chiffre. C'est le 12e ministre ou secrétaire d'État chargé des affaires européennes en 10 ans. Vous voyez ce que ça veut dire comme turnover, comme on dit, comme succession de je m'installe, je m'en vais. Alors que l'Europe, ça devrait être au contraire une œuvre dans laquelle on s'investit dans le long terme, dans laquelle on cherche à rencontrer les responsables des autres pays, à nouer avec eux une relation profonde. De Gaulle et Adenauer ont mis des années pour avoir la relation qui a permis de bâtir l'Europe. On apprend les mécanismes qui ne sont pas simples des décisions européennes. On y représente la France, on s'y investit, on s'y enracine. On considère que c'est essentiel, que ça vaut la peine d'y passer une large tranche de vie. Au lieu de cela, succession d'échecs fugaces. Mais que de surcroît, on considère que dans cette succession de disparitions et d'apparitions, les affaires européennes soient confiées à celui qu'on exfiltre de ses fonctions. Ça signifie que pour eux, l'Europe, c'est secondaire, c'est subsidiaire, c'est sans intérêt, c'est quelque chose auquel on n'accorde pas une attention centrale. D'abord, même secrétaire d'État. Rien que dire « je vais faire des affaires européennes une responsabilité gouvernementale de deuxième plan », siégera pas au Conseil des ministres. Parce que vous avez remarqué, cette nomination, elle est contemporaine de l'affirmation selon laquelle, en dehors d'un porte-parole ou du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, en dehors de cela, les secrétaires d'État ne siégeront pas au Conseil des ministres. Alors si, en France, en 2014, au moment où nous avons devant nous le sujet le plus important du siècle, le chargé des affaires européennes ne siège pas au Conseil des ministres, et si on nomme dans cette fonction celui qu'on veut expulser d'une autre, alors ça veut dire que nos dirigeants actuels ne comprennent pas l'ordre des priorités qui devraient être celles d'un pays comme la France. C'est une décision méprisante et qui à elle seule justifie notre engagement et la manière dont nous avons composé nos listes. Parce que nos listes, nous les avons composées avec une idée simple et toute différente. C'est que chez nous, les femmes et les hommes qui se présentent au suffrage des électeurs pour devenir députés européens, ils ne sont pas des recalés du suffrage universel. Ils ne sont pas... Je dis ça sans mépris. Moi-même, il m'est arrivé de rencontrer avec quelques douleurs le suffrage universel. Et je trouve que c'est tout à fait estimable. Mais bâtir des listes avec des gens dont on sait qu'ils ne sont là que parce qu'ils n'ont pas été élus et qu'avant jamais ils s'étaient investis dans l'idée européenne et après probablement ne s'y investiront-ils jamais, c'est quelque chose qui est aussi méprisant, aussi condescendant, aussi déplacé par rapport à nos priorités et à notre histoire que la décision qui a été prise par le gouvernement. Et rien que cela signifie quelque chose de très profond sur une certaine idée de l'Europe et une certaine idée de la politique. Et rien que cela devrait justifier dans les semaines qui viennent tous les citoyens qui ne savent pas pour qui voter dans ces listes, ayant choisi, eux, une fois pour toutes, de dire non, les extrêmes, c'est pas pour nous, et puis, comment on peut répondre? Rien que cela devrait suffire à leur indiquer qu'il y a une approche politique différente. Et je voudrais conclure sur ces mots-là.
nous avons besoin de quelque chose, cette démarche européenne et cette démarche politique qui est la nôtre, nous avons besoin de quelque chose que je voudrais nommer devant vous. On a besoin de refondation. On a traversé des temps difficiles. La France traverse des temps difficiles. Le monde entier, le globe, la planète traverse des temps difficiles parce qu'on a vécu la plus grande révolution, peut-être depuis la roue, l'invention de la roue, la plus grande révolution, cette révolution de l'information, des systèmes d'information qui fait que désormais nous avons accès à la vitesse de la lumière, à tout ce qui hier était lent, interdit, lointain. Désormais, c'est à portée de votre tablette ou de votre ordinateur ou de votre iPhone. C'est une révolution dont nous n'avons pas fini, très loin, de vivre les effets. Donc, bien sûr, tout cela a été profondément chamboulé. Nous a profondément chamboulé. Bien sûr que tous les humains vivent cela comme une révolution, et c'est un tremblement de terre. À cette révolution-là, qui a si profondément troublé les esprits dans notre pays, qui a fait se poser des questions à beaucoup de gens, il faut opposer la volonté ferme, stable, calme et engagée d'une refondation. Refondation des attitudes civiques, refondation de l'idée que nous nous faisons de l'Europe, refondation de nos choix de citoyens, refondation des oppositions électorales. Nous affirmons que nous ne sommes pas intolérants ni sectaires. C'est notre fierté. Nous pensons qu'on a besoin de ça. Nous nous opposons avec force quand il convient de s'opposer, mais nous ne considérerons pas que ce sont des ennemis que nous avons à combattre. Ce sont des concurrents, ce sont des adversaires, ils n'ont pas les mêmes idées que nous. On a des débats et on est prêt à débattre de toutes les manières, mais nous ne partageons pas la vie politique française entre ennemis. Nous ne faisons pas de la guerre des clans et de la guerre des camps l'alpha et l'oméga de la politique. Et tout cela, c'est pas éloigné de l'idée européenne, parce que si vous déplacez un peu le regard en dehors de l'Hexagone et si vous regardez les autres pays, alors vous allez vous apercevoir qu'il existe chez des voisins qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, il existe des mœurs politiques complètement différentes. Et si vous regardez l'Allemagne et ses institutions, parce que les institutions sont évidemment la cause de tout, et des institutions aussi élémentaires que, par exemple, la loi électorale, si nous pouvons être fiers, permettez-moi de dire ça avant de finir, si nous pouvons être là, fiers de défendre nos idées, certains que ce sont les nôtres et que nous n'avons pas fait de compromis pour les présenter aux Français, c'est uniquement parce que pour ce seul et unique scrutin, nous avons une loi électorale juste qui fait que chacun a le nombre d'élus qu'il mérite en fonction du nombre de suffrages qu'il reçoit. Et c'est une approche toute différente. Parce que quand il y a une offre politique qui vaut la peine, alors les protestataires, contestataires, extrémistes, ils baissent. Je ne veux pas du tout citer Pau en exemple. Enfin, à Pau, le Front National est tombé à 6%. Et c'est le cas aussi dans d'autres villes, c'est le cas à Bordeaux. Dans ces zones-là, quand vous avez une offre politique conséquente, solide, équilibrée, bien sûr, il y a des climats politiques, hein, je ne découvre pas la Lune. Bien sûr, il y a des climats politiques. Mais cependant, vous voyez que quand il y a une offre politique cohérente et entraînante, à ce moment-là, les électeurs adhèrent plus qu'ils ne rejettent. Et donc, cette vision-là que nous pouvons défendre dans cette élection sans avoir peur de nous tromper, en acceptant d'affronter des obstacles qui paraissent infranchissables
et que nous, au contraire, nous voulons regarder en face, auxquels nous voulons apporter de vraies réponses. C'est aussi une refondation de l'attitude politique et civique. Et donc je crois, pour le résumer en une phrase, que la France a besoin de refondation de son idéal européen, que l'Europe a besoin que des refondateurs s'expriment en son sein, que les députés européens que nous allons faire élire, je crois et j'espère nombreux, ils défendront ces points de vue, ils feront entendre cette voix originale à partir de laquelle les autres se situeront. Parce que si vous avez une voix forte, alors les autres entendent. J'ai connu au Parlement européen, ça ne nous rajeunit pas, M. Spinelli. Il était minoritaire à peu près partout et tout le monde se référait à la vision qu'il avait de l'avenir des institutions européennes. Nous allons avoir une cohorte de députés qui vont être forts, qui vont avoir des idées, qui sont sincères, qui sont engagés, qui ne sont pas des recalés du suffrage universel, qui croient à quelque chose et qui vont le faire partager aux Français. Et la France aussi en a besoin. Je vous remercie.